Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon, à Pau, en Salut, France, ça va bien? toujours, ça va très bien, il fait un Bon. soleil magnifique, on en profite hein, après 37 jours de pluie consécutive, là il fait beau depuis 5 jours. Est-ce que ça va tenir? J'en ai aucune idée. Là, c'est le retour à Montréal dans à peu près 2 semaines. 2 semaines, oui, le Mais, tu- 14 mars. mais voilà, je te rassure, je suis présentement à Montréal, puis il y a du soleil C'est, ici. ben oui, oui, il doit y avoir de la neige aussi. Il y a beaucoup de slush sur les trottoirs. J'avoue que Oui, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Montréal, puis je dois avouer que le déneigement, le service de déneigement de la ville m'a pas vraiment impressionné. non, Et puis, c'est récurrent ça. oui, c'est comme aussi les nids de poules. Hier, je roulais sur quoi? C'était P9. J'étais dans Hochelaga pour revenir vers le centre-ville. Le chauffeur de taxi m'a donné mal au cœur tellement il devait louvoyer Ah oui, entre les nids de poules et puis freiner, ouais, passer là, de 60 km/h à 10-15 km/h pour pas avoir à faire une crevaison. Il y a- Voilà. pas Je pense, drôle. je pense que les gens de Montréal ne payent pas assez de taxes, là, parce que vraiment, là. Alors que vous fassiez plus d'efforts, les amis. Bon, ben, écoute, cette semaine, on va parler évidemment de ce qui s'est passé il y a 36 heures, parce qu'au moment où on enregistre, ça fait à peu près 36 heures que les Israéliens, les Américains ont frappé l'Iran. L'Iran a aussi répliqué. On a vu, vous avez vu comme moi des images des hôtels de Dubaï qui ont été pris pour cible, je pense indirectement. C'est des drones, je crois, qui se sont écrasés sur des hôtels huppés de la marina de Dubaï. L'aéroport de Dubaï a aussi reçu des drones sur la tête. J'ai vu des images, des bases américaines au Bahreïn, au Qatar, à Abu Dhabi ont aussi été pris pour cible par des missiles balistiques iraniens. Et là, ce qui a été confirmé au cours des dernières heures, c'est l'ayatollah Khamenei a été tué au cours d'une frappe, soit par l'armée de l'air israélienne ou l'armée américaine. Donc là, maintenant, en Iran, il y a un vide politique à la tête de l'État. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça signifie. On va essayer de s'interroger sur la suite des choses. Quel genre de scénario? Est-ce que ça va ressembler à des scénarios qu'on a peut-être connus dans le passé, comme en Irak en 2003 ou ailleurs? Donc, voilà, on va consacrer à peu près une petite demi-heure là-dessus aujourd'hui pour en discuter. Donc, écoute, peut-être, je ne sais pas si peut-être tu voulais nous faire un résumé peut-être plus global de ce qui s'est produit, la chronologie. Écoute, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette crise, encore une fois, qui dure, faut-il le rappeler, depuis 1979. Parce que finalement, la guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran a commencé au moment de la révolution islamique, lorsque les forces de l'ayatollah Khomeini réussissent à renverser la monarchie iranienne avec le Shah. Mohamed Reza Pahlavi, dont le fils est maintenant prétendant au pouvoir en Iran. Je ne sais pas s'il veut rétablir la monarchie, mais en tout cas, il a au moins l'intérêt d'essayer d'être un rassembleur. Donc, la guerre entre les trois pays, elle dure depuis longtemps. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des régimes libéraux, ce qu'on a appelé les régimes libéraux, si c'est une telle chose qui peut exister dans une théocratie comme l'Iran, où des présidents étaient plus intéressés à s'ouvrir au monde occidental et à des relations avec les États-Unis, à tel point d'ailleurs qu'à un moment donné, sous la présidence Obama, le président Obama avait téléphoné au président iranien de l'époque, je ne me souviens plus qui était là à ce moment-là, et ils avaient eu une conversation téléphonique puisque le président iranien était à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président iranien a aussi assisté aux funérailles de Jean-Paul II, qui a rassemblé le plus grand nombre de chefs d'État pour des funérailles. Et hasard du protocole, il était
un ou deux sièges du président d'Israël, n'est-ce pas? Donc, Iran, Israël, tout. Et je ne me souviens plus s'ils se sont serrés la main parce que le président d'Israël à l'époque était un ressortissant iranien, un juif iranien, Katzak, si ma mémoire est bonne. En tout cas. Donc, tout ça pour dire que malgré ces essais de rapprochement, visiblement, les trois pays euh, ne s'entendaient pas sur le fond de l'affaire qui les oppose depuis maintenant plus de 20 ans, c'est-à-dire le programme nucléaire iranien, que les Iraniens présentent comme un programme civil, mais que l'Agence internationale de l'énergie atomique estime qu'il a des capacités militaires et a même trouvé à un moment donné, pendant certaines inspections, qu'il y avait là matériel pour fabriquer une bombe atomique. Donc, on joue au chat et à la souris depuis une vingtaine d'années. Toutefois, en 2015, il y a quand même eu un accord sur le nucléaire iranien pour s'assurer que les Iraniens n'allaient pas développer un programme militaire avec tout un système d'inspection. Cet accord a été signé par six puissances occidentales, euh, par six puissances, pardon, qui comprenaient la Chine et la Russie. Les États-Unis étaient partie pris de cet accord. Et puis, Trump arrive au pouvoir en 2017. En 2018, décide de déchirer l'accord. Et en 10 ans, comme il dit à propos de tout et de rien depuis qu'il est au pouvoir, je vais régler ça en 24 heures. J'en aurai un meilleur. Je vais négocier un meilleur accord. Or, ce dont on s'est aperçu la semaine dernière, lors de la dernière réunion entre les Iraniens et les Américains, c'est qu'on négocie le même accord que celui de 2015. Peut-être qu'il y a des restrictions un peu plus sévères, mais fondamentalement, on ne réinvente pas la roue quand on veut vérifier un programme de nucléaire militaire. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit peu plus de détails sur la nature de cet accord-là? C'était quoi les conditions, les obligations de la part de l'Iran? Écoute, c'est très compliqué, évidemment, comme tu peux imaginer, parce qu'on doit distinguer le nucléaire civil du nucléaire militaire. Évidemment, les deux sont extrêmement liés, mais tout reposait sur la vérification. Parce que c'est ça, finalement, un accord. Que ce soit un accord de désarmement de missiles balistiques, d'armement conventionnel en Europe centrale, qui a été l'objet de nombreuses négociations dans les années 80 avec les Soviétiques, tout reposait sur le système d'inspection. Et plus l'Iran avançait, plus les inspecteurs étaient autorisés à entrer sur le territoire iranien pour inspecter les installations et surtout s'assurer qu'il n'y ait pas d'installation secrète. Parce que ce qu'on a découvert tant en Iran qu'en Corée du Nord, c'est que oui, il y avait des installations, mais il y avait aussi pratiquement un double programme derrière les bâtiments qui étaient inspectés. Et en retour du respect d'un accord d'inspection et d'interdiction du nucléaire militaire, les sanctions étaient levées progressivement sur une période de temps et l'argent qui avait été confisqué à l'Iran lui était remis d'année en année. Et c'est ce qui s'est passé. L'Iran a reçu des versements de plusieurs milliards de dollars. Et au fur et à mesure que l'accord était respecté, c'est ce que les Occidentaux faisaient. Maintenant, évidemment, à partir du moment où l'accord est déchiré par les Américains, eh bien, ça replonge tous les acteurs de ce drame euh, dans, dans l'inconnu. Et les négociations ont repris parce que les cinq autres signataires, donc le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Chine
et la Russie, eux, étaient intéressés à poursuivre cet accord, à le rétablir. Donc, on pourrait dire aujourd'hui que le seul responsable de cette catastrophe, c'est le président Trump, puisque s'il n'avait pas déchiré l'accord, ben, on n'en serait certainement pas là. Parce que ce n'est pas les manifestations sur les droits humains ou les élections ou la démocratie qui ont fait bouger les Américains depuis 47 ans envers, face à l'Iran, comme ils le font dans d'autres théâtres géographiques sur la planète. C'est le nucléaire qui est la pomme de discorde et qui est l'obsession du régime israélien aussi, parce que pour les Israéliens, cette affaire est existentielle. Oui, Si parce qu'aussi, les... en parallèle, c'est pas simplement le nucléaire, mais l'Iran a vraiment un véritable programme de missiles balistiques qui, Voilà. combiné à un programme nucléaire, permettrait essentiellement de frapper Israël en l'espace de 5 minutes, là. Je pense que c'est cinq Ouais. ou 6 minutes, c'est pas suffisamment de temps pour organiser une défense ou une réplique. On les Mais comprend, tout évidemment. à fait, tout à fait. Israël est dans son droit d'imaginer le jour où l'Iran obtient la bombe atomique, qu'elle pourrait être la cible directe des Iraniens. Quand Hitler a dit qu'il voulait tuer les Juifs, il fallait l'écouter parce qu'il les a tués. Et donc, quand les Iraniens disent on va éliminer Israël de la surface de la Terre, ce qui était le slogan de plusieurs présidents iraniens, dont Ahmadinejad, Oui. ben, il faut l'écouter. En tout cas, Il faut faut prendre prendre des acte, c'est mesures. ça, il faut prendre acte de la déclaration, d'autant plus lorsqu'elle est combinée à clairement à des actions qui font en sorte qu'un jour le pays va peut-être avoir les moyens de réaliser ses ambitions, Voilà. Maintenant, évidemment. l'accord qui a été signé en 2015 empêchait ça. Il ne portait pas sur les missiles, mais il portait sur le développement de la bombe. Parce que c'est bien beau de développer la bombe, mais tu le sais, Jean-François, il faut la miniaturiser, puis il faut la placer sur Une ogive. dans une ogive qui elle-même doit être dans un missile, et puis il faut s'assurer que le missile va frapper sa cible. Alors, en ce moment, évidemment, les Iraniens montrent qu'ils sont capables de viser des cibles et de les atteindre, mais sont-ils capables de miniaturiser l'engin nucléaire? C'est la même problématique qu'avec la Corée du Nord. La Corée du Nord a fait exploser plusieurs bombes atomiques, donc ils sont rendus plus loin que les Iraniens. Ils ont des missiles pratiquement intercontinentaux, en tout cas, je crois qu'ils peuvent Oui, frapper l'Alaska ou même Vancouver. oui, donc je pense la propagande officielle du régime et les tests qui ont été réalisés au cours des dernières années montreraient qu'ils ont la capacité de frapper le territoire continental américain. Voilà. En tout cas, peut-être Peut-être pas New surtout York et l'Ouest. Washington, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, mais sont-ils capables de miniaturiser et de placer sur l'ogive sur le missile? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, euh, si Trump n'avait pas déchiré cet accord, je pense qu'on n'en serait pas là. Peut-être que le régime, de toute façon, commencerait à s'affaiblir par ses propres contradictions, et puis il y aurait eu peut-être une révolution démocratique. Cela étant dit, maintenant on est face Ah, le à la fait accompli, situation, ça. le fait accompli, les bombardements. On annonce encore aujourd'hui, Israël annonce, les Américains annoncent qu'ils vont poursuivre les bombardements aussi longtemps que nécessaire, avec comme objectif la chute du régime. Mais comme tu le disais d'entrée de jeu, la chute du régime, mais pourquoi? Ben Pour oui, ben, qui? ben, parlons-en, c'est ça. Écoute, bon, Khamenei, l'ayatollah a été tué, C'est le leader suprême. le Parce leader que suprême, oui. dans la configuration du pouvoir, il y a cette espèce de leader suprême non élu et il y a Il y le a un, président de la République qui, c'est lui, est ça. élu, un parlement, Il y a un etc. parlement, tout ça, qui légifère, vous avez le président, mais ultimement, on s'entend que le président, pour faire approuver, en fait, sanctionner les lois, ben, doit avoir l'approbation Bien sûr. du guide suprême. Donc, il est assassiné, on continue à ramasser les morceaux de l'ayatollah. Maintenant, la question, c'est,
Il y a clairement un vide politique et évidemment, s'ils l'ont ciblé délibérément, c'était pour décapiter le régime. Donc, moi, ma conclusion, c'est que c'est clairement l'intention des Américains, des Israéliens, de faire en sorte qu'il y ait un changement de régime qui, maintenant, théoriquement parlant, est beaucoup plus réalisable dans la mesure où ben, il y a un vide politique à la tête du pays. Donc, c'est Mm. peut-être ce qui va leur permettre d'installer à la tête du régime Mohamed Pahlavi, donc le fils de l'ancien Shah d'Iran, qui est sur tous les plateaux de télévision aux États-Unis, en Europe. Il s'exprime d'ailleurs très bien en français. Donc, il est présenté comme l'incarnation de l'opposition, la figure qui permettrait là, vraiment de combler le vide à la tête du pays. Bon, clairement, c'est ça. Si on décapite le régime, c'est ça l'objectif, parce que si l'objectif, c'est négocier, ben, ils n'auraient pas fait ça. Parce que quand on décapite un régime, ben, avec qui on négocie? Mm. Donc, en ayant fait ça, je pense que l'option de la négociation est vraiment rayée de la carte. C'est plus une option pour les États-Unis, pour Israël. Maintenant, l'option qu'ils vont privilégier, c'est le changement de régime. Là, pour moi, il y a plusieurs questions qui en découlent. Historiquement, corrige-moi si je me trompe, mais il n'y a jamais eu de changement de régime simplement grâce à des frappes aériennes. Il y a eu des Non, changements de régime lorsque des soldats se sont pointés sur le territoire, comme on dit en anglais, lorsqu'il y a eu des boots on the ground. Ça a été voilà. ça en Afghanistan en 2001, lorsque le régime des talibans a été renversé. Ça a été la même chose en Irak en 2003, lorsque le régime de Saddam Hussein a été renversé. Donc, si on ne sera pas en mesure de faire un changement de régime simplement avec des frappes aériennes, il va falloir envoyer des troupes au sol. La question maintenant que je me pose, c'est est-ce que ça fait partie des plans des Américains de faire ça? Et si c'est le cas, ben, il faut se souvenir de ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan aussi, en 2003, en 2001, et les conséquences qui en ont découlé. Donc, des milliers de soldats américains qui ont été tués parce que, évidemment, les gens sur place, même si vous avez 99% des gens sur place qui souhaitent un changement de régime, ben, vous avez une minorité, et dans ce cas-ci de l'Iran, une minorité très bien armée, les gardiens de la Révolution, qui, eux, vont continuer à se battre jusqu'au bout. Ils l'ont montré, c'est jusqu'au boutisme, ils l'ont montré au mois de janvier lorsqu'ils ont abattu dans la rue entre 20 et 30 000 personnes désarmées. Ces gens-là vont se battre jusqu'au bout. Donc, imaginons la situation suivante. Disons que 1% de la population est composée de gardiens de la Révolution radicalisés jusqu'au trognon. Ben, sur une population de 90-95 millions Mm. d'Iraniens, ben, ça fait une armée potentielle d'à peu près 1 million d'hommes armés, déterminés, qui vont entrer dans une espèce de guérilla et qui vont tout faire pour déstabiliser l'éventuel régime, le nouveau régime qui va être mis en place. Donc, souvenez-vous, encore une fois, de ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak en 2001, en 2003. Je pense Quelle que a été, le scénario irakien est très bien choisi. ouais, donc, quelle a été la conséquence après le renversement de Saddam Hussein? Ben, vous aviez la garde républicaine de Saddam Hussein. Certaines personnes sont entrées en guérilla, d'autres personnes ont été arrêtées, se sont radicalisées en prison, comme al-Baghdadi. Et qu'est-ce que al-Baghdadi a créé dans le sillage de l'effondrement du régime de Saddam Hussein? Il a créé l'État islamique, Ouais. groupe Mais terroriste. l'erreur américaine, c'est d'avoir congédié toutes les forces de sécurité. Alors, ces gens-là se sont retrouvés Sans emploi, sans emploi, avec avec, des avec armes des guns. Donc, en masse donc, et de l'argent. Donc, ils ont mené une guérilla pendant 5 10 ans. C'est ça qui exactement. est arrivé. Donc, moi, ce que je vois en ce moment, s'il y a effectivement un changement de régime, ça, on pourra en reparler de la nature du changement de régime, c'est pas gagné d'avance. Donc, si ça a à se faire, je me pose la question, est-ce que ça va être possible uniquement avec des frappes aériennes ou ça va pas plutôt nécessiter des soldats sur le terrain? Ben, si c'est le cas, les Américains, ils s'embarquent dans un sérieux bordel qui risque de leur coûter des milliers de vies de leurs soldats, comme ça a été le cas en Afghanistan puis en Irak. Puis l'autre question, parce qu'ils vont devoir faire face fort probablement à une résistance, une guérilla de ces individus, ces gardiens de la Révolution hyper radicalisés qui vont inévitablement entrer dans une guérilla terroriste et la situation ne sera pas pacifiée en Iran au cours des prochains mois. C'est une situation qui va perturber durablement la région pendant au moins une décennie, comme ça a été le cas en Irak. Alors, est-ce qu'on veut déstabiliser cette région-là, qui est limitrophe, est-il utile de le rappeler, à l'Afghanistan, par exemple, où vous avez aussi plein de groupes, différents groupes religieux, différents groupes ethniques en Iran. Donc, il y a un risque de guerre civile, de sécession, les Kurdes dans le nord-ouest, etc., etc. Maintenant, Pahlavi.
qui est Ben, présenté comme... Oui, avant de passer à Pahlavi, euh, la question que je me pose, c'est est-ce que les Iraniens, est-ce que le régime iranien est en mesure de résister? Parce que là, ça fait 36 heures que ça bombarde. Les Américains et les Israéliens disent on va continuer à bombarder aussi longtemps que nécessaire, mais est-ce que les Iraniens ont les moyens de résister, de cibler les Américains et les Israéliens et de leur faire très mal au cours des prochains jours, prochaines semaines, à moins que le régime décide qu'il ne va pas opposer de résistance? Parce que ce que le New York Times annonçait il y a une heure ou deux, c'est qu'il y aurait un conseil de gouvernement qui serait formé avec le président de la République, les ministres qui sont encore vivants, etc. Est-ce qu'on s'en va pas vers une situation à la vénézuélienne, où on est allé tuer ou kidnapper le leader principal, euh, mais finalement, on laisse aller le régime qui est sur place parce que c'est celui qui contrôle tout depuis 47 ans. Alors, les chavistes, à travers Hugo Chavez et son successeur, contrôlaient le Venezuela. Et aujourd'hui, sa vice-présidente est aujourd'hui la présidente du Venezuela. Et ma foi, le régime Maduro est toujours en place. Alors, est-ce que les Américains vont laisser les éléments du régime théocratique en place parce que c'est ceux qui savent comment tirer les manettes et se contenter de s'être débarrassés de Khamenei? C'était intéressant, il y avait un autre article dans le New York Times sur le fait que finalement, l'obsession de Trump, au-delà du nucléaire, c'était la personne de Khamenei. Mais en tout cas, oui, non, c'est vrai, c'est un bon point. Mais maintenant, le fait qu'il ait été, que Khamenei a été tué, qu'il a été abattu, ouais. est-ce que ça va pas justement radicaliser une partie des gardiens de la Révolution qui vont vouloir coûte que coûte entrer en rébellion contre... C'est possible. donc, C'est c'est quand possible. même... Les chavistes, oui, mais bon, c'était pas un régime totalitaire. C'était pas des gens qui étaient animés par une idéologie clairement organisée. Mais ils étaient au centre d'une corruption qui leur permettait d'avoir des emplois, des salaires, des prébendes. Tu- il avait arrosé le Oui, pays parce qu'il était en mesure de le faire avec les revenus pétroliers. c'est ça, Donc, mais d'acheter suffisamment de monde pour être ouais, avec lui. mais c'est ça, mais mon point, c'est que dans ce cas-ci, dans le cas du Venezuela, on avait plus à faire un régime autoritaire classique où Oui, justement on achète, on coopte les gens en leur donnant des emplois, des promotions, etc., etc. Mais dans le cas du régime islamiste, théocratique de l'Iran, ben, on a affaire ici à un régime qui serait plus dans la version totalitaire de l'axe autoritarisme, où c'est des gens qui sont, leur motivation, c'est une motivation fanatisé. c'est ça, fanatisé, Mais idéal. Donc, c'est beaucoup plus difficile Mais est-ce toujours le cas? Parce qu'il y a des spécialistes de l'Iran qui disent ce régime était devenu une mafia. Et, ce régime ne tient que parce qu'il réussit à corrompre ou soudoyer ou payer suffisamment de monde pour que tout tienne. Alors, on va le voir dans les prochains jours, en fait. Oui, oui. Parce que s'il y a Puis, des soulèvements de la population et tout, on va voir jusqu'où les forces de sécurité, les multiples forces de sécurité, sont en mesure de tenir le pays pour le régime, ou plutôt qu'ils vont faire défection ouais, et puis ils vont se rallier. mais tu vois, en janvier dernier, lorsque le régime faisait face à ses pires Ouais. manifestations depuis 1979, ces gens-là ont malgré tout pas hésité à tirer sur la foule. Donc, en Mais termes est-ce qu'ils le faisaient par idéologie ou parce qu'ils allaient perdre leur emploi? En tout Oui, cas, oui, ça non, bonne reste question. pas facile à Non. déterminer. Maintenant, on revient au fils du chat. Oui, c'est ça, donc Pahlavi. Donc, si la théorie, tu faisais mention, ne tient pas la route, donc c'est pas l'objectif des Américains ou des Israéliens de laisser, disons, le président et une partie de ses ministres prendre la relève, comme ça a été le cas au Venezuela, mais vraiment imposer un changement de régime. Bon, ben, la figure toute désignée, ce serait Pahlavi, le fils de l'ancien shah d'Iran. Maintenant, la question, c'est, Pahlavi, j'en ai déjà discuté, ne fait pas l'unanimité.
n'est pas en mesure de rallier l'entièreté de l'opposition C'est pour à différents. peine, c'est à peine s'il a vécu en Iran. En fait, il a quitté l'Iran en 1978, avant le début de Puis la il Révolution. devait avoir 10 ans. Ben, là, en fait, il est peut-être un peu plus âgé parce qu'il a quitté pour aller étudier comme cadet dans l'aviation, l'armée de l'air. Donc, il Oui. devait avoir peut-être, disons, on va dire qu'il avait à peu près 17 ou 18 ans, mais c'est 17 ou 18 années qu'il avait vécu en Iran. C'était dans le palais présidentiel, Ben, à la garderie présidentielle. Donc, il n'y a pas, monarchie. c'est ça, il n'y a pas une. Je veux Ben, dire, il connaît pas il connaît pas il son connaît pas peuple, le pays. il connaît pas Il le connaît pays pas le pays. et je pense que ses prises de position montrent très bien qu'il connaît pas le pays, qu'il n'est pas en phase avec la population parce qu'il a promis, dans l'éventualité où il devenait chef d'État, il a promis de reconnaître l'État d'Israël et de Ah oui. s'engager dans les différents processus de paix, accord d'Abraham, etc. Or, le problème en Iran, c'est que même si ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses, il y a quand même un antisionisme qui est fortement ancré dans la Ouais. mentalité, la psychologie collective Ah, du le pays. régime a Ben, alimenté ça, hein? ben oui, c'est ça. Donc, je veux dire, débarquer comme ça en disant, ben oui, moi je veux reconnaître le droit d'Israël d'exister, on va avoir des relations diplomatiques normales avec Tel Aviv, ben, c'est parce que c'est complètement absolument pas en phase avec ce que son peuple souhaite et il va simplement apparaître aux yeux de ses opposants politiques et des gardiens de la révolution, potentiellement qui vont demeurer fanatisés, va apparaître comme étant simplement pas le président de l'Iran, mais comme son père, le Hmm. simple pantin des États-Unis et Tout à fait. maintenant d'Israël. Donc, il risque d'avoir déjà à la base un problème de légitimité politique si, il impose il est perçu comme étant une simple marionnette. Faut oublier, les Iraniens sont un peuple fier qui résiste, même s'ils détestent le régime des Mollahs, qui résiste quand même à toutes les sanctions économiques qui ont été imposées par l'Occident. Donc, je ne suis pas sûr, moi, qu'il va être en mesure de faire l'unanimité. Puis le problème, c'est qu'en 1979, l'ayatollah Khomeini, il y avait différentes factions là, dans Bien l'opposition sûr. au régime du Shah d'Iran. Mais c'était la figure de l'opposition qui était en mesure vraiment de rallier tout le monde. Donc, lorsqu'il a fait Ouais. sa révolution, il a créé un conseil très inclusif où il n'y avait pas juste des islamistes. C'est juste que dans les mois qui ont suivi, il a Ça a passé, été le massacre. ça a été le massacre. Mais bon, Pahlavi, malheureusement, n'a pas cette capacité d'être l'incarnation de l'opposition unanime Hmm. au régime des Mollahs. Puis l'autre problème, si on parle d'un rétablissement d'une monarchie, en 2026, est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que c'est pas anachronique? Mais mettons que c'est pas le cas. C'est pas anachronique. Il rétablit une espèce de forme de monarchie. Le problème, c'est que sa monarchie est vouée à disparaître parce qu'il Hmm. n'y a pas de fils. Puis dans l'ancienne constitution impériale perse, seul un garçon de l'empereur peut succéder. Donc, c'est pas son cas à lui. Donc, en tout cas, Et je pense même que lui-même le dit, il serait une figure de transition allant vers, je ne sais pas trop quel régime, je ne me souviens pas s'il a été précis là-dessus, mais en tout cas, comme tu le disais, il risque d'être vu comme parachuté à Téhéran et je ne crois pas qu'il va faire l'unanimité, effectivement, non. auprès de la population qui a vécu 47 ans sous un autre régime complètement. Le pays a été transformé Hmm? en bien ou en mal par les ayatollahs. Il va falloir qu'ils en tiennent compte. Ouais. Et je me méfie quand même toujours des gens qui disent je ne suis qu'une figure de transition. Les figures de Oui, transition ont parfois tendance à rester au pouvoir, à s'accrocher au pouvoir assez longtemps. Puis peut-être le dernier point sur lequel je voulais revenir, j'en avais discuté dans le cas du Venezuela au début du mois de janvier. Ce qu'on voit, ce qui s'est fait au cours des dernières heures, ben, ça consacre vraiment la disparition, la fin de l'ordre du droit international de 1945, qui n'a jamais été parfait, là. Il y a toujours eu des violations du droit international, mais malgré tout, il y avait des efforts pour le maintenir en place parce que les États, dans une relation anarchique du monde des relations internationales, ont besoin de règles en place qui sont plus ou moins respectés, qui font l'unanimité pour justement régler, régir le recours à la violence politique afin d'éviter de retomber dans une situation antérieure à 1945 où le recours à la violence, à la guerre, était un moyen politique comme tant d'autres.
Donc, c'est ce que les gens de la Charte des Nations unies ont essayé de rompre comme logique. La violence politique, la guerre, c'est un crime et on ne doit pas y recourir pour régler Ouais. nos problèmes politiques ou lorsqu'on a à le faire, ça doit être validé par la communauté internationale. Je pense que la situation, le monde dans lequel on vit depuis les dernières années montre très bien que le droit international a plus vraiment cette portée-là. Et Mm. clairement, le recours à la violence politique, l'assassinat ciblé de dirigeants politiques ou leur enlèvement devient un moyen politique comme tant d'autres. Maintenant, je comprends. Dans le cas du Venezuela, Maduro, c'est un salaud, c'était une ordure, puis s'il finit le reste de ses jours en prison, personnellement, je dis tant mieux, j'ai aucune sympathie pour lui. Encore moins de sympathie pour l'ayatollah Khamenei, qui a opprimé son peuple depuis presque 50 ans avec son prédécesseur. Puis comme je disais, je pense avant de débuter l'enregistrement, s'il y a un enfer, ben, j'espère que l'enfer existe et j'espère que la description qu'on en fait, un monde éternel de douleur, ben, j'espère que c'est le cas, puis j'espère qu'il y est, puis qu'il va payer pour tous ces crimes des dernières décennies. Ceci étant Oh, dit, oui, ceci étant dit, oui, ce sont des salauds, mais à un moment donné, qui détermine l'identité des salauds? Et ben si on en voilà. vient à banaliser constamment le recours à la violence politique, à la guerre, pour débarquer du pouvoir des salauds, ben, à un moment donné, on va utiliser ce moyen-là pour débarquer du pouvoir des gens qui sont pas gentils, mais pas à un même niveau que Maduro ou Khamenei. Mm. Et là, ça envoie aussi le message à tous les autres pays de la planète. Ben, si l'hégémon américain se permet de faire ça, ben, why not? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose nous aussi? Qui va venir nous blâmer de toute façon? Donc, est-ce que Mm. ça va donner des mauvaises idées à la Chine, au Pakistan, on n'en a pas discuté aujourd'hui, mais il semble que le Pakistan maintenant soit en guerre contre les Donc talibans l'Afghanistan, oui. en Afghanistan. Moi, par exemple, la région où j'habite, un conflit qui dure depuis plus de 30 ans, qui n'est toujours pas réglé, qui va peut-être se régler au cours des prochains mois, mais c'est le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ben, tu Mhm. sais, si l'Azerbaïdjan reçoit le message de ce que les Américains font depuis 2 mois, que ben, si on a des problèmes avec notre voisin, on peut l'envahir, assassiner son premier ministre, le kidnapper, puis voilà. Qui va venir nous blâmer, hein, si Mm. l'exemple par excellence, les Américains se permettent d'agir comme ça, c'est certainement pas eux qui vont venir nous taper sur les doigts. Donc, c'est un monde clairement en transition. Et puis, encore une fois, le droit international n'a jamais été parfait, mais lorsqu'on en avait besoin, il a été respecté. Je pense que le meilleur exemple, c'est la guerre du Golfe en 90-91, qui est Voilà. l'exemple idéal de l'application de la charte. Ça aurait toujours dû être comme ça, mais Mhm. même si ça n'a pas toujours été respecté, sa présence du droit international encadrait d'une façon indirecte la volonté des États qui, malgré tout, mettaient des gants blancs puis faisaient attention à donner au moins l'apparence de vouloir respecter malgré tout le système du droit international. Mais là, on s'en fout carrément, là. Et ça, ben, Ce qui est intéressant, c'est les réactions des chefs d'État et de gouvernement occidentaux. Alors, il y a des gouvernements comme la Norvège qui ont condamné, la Norvège et l'Espagne ont condamné ce qu'ils appellent l'agression contre l'Iran. Évidemment, ils ont condamné l'Iran aussi pour avoir agressé plusieurs pays du Golfe. Euh, Nous, on marche sur des œufs, alors que dans nos discours, comme tu le dis, on fait la promotion du droit international. Eh bien là, clairement, on a une violation du droit international qui est celui de l'assassinat d'un chef d'État et une déclaration de guerre contre un autre pays sans avoir passé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, il y a une excuse qui a été formulée par les Américains, c'est ce qu'on appelle le danger imminent que représente l'Iran. Or, c'est faux. Il n'y avait pas de danger imminent contre les États-Unis. Et ce que j'ai trouvé intéressant chez les porte-parole américains, que ce soit le président, l'ambassadeur américain aux Nations unies, c'est qu'on jouait sur la menace contre la population et les enfants américains.
Alors ça, c'est la corde sensible, n'est-ce pas, pour Ah, ben oui. essayer de recruter le plus d'Américains autour de cette guerre, alors qu'ils sont à 70% opposés à cette guerre. Mm. Donc voilà. C'est ça. On voit que nous marchons sur des œufs. Puis je rappellerai peut-être la déclaration du premier ministre canadien, Mark Carney, Ouais. un communiqué de presse. Je ne vais pas le lire complètement, mais vas-y, la position du Canada est claire. La République islamique d'Iran est la principale source d'instabilité et de terreur au Moyen-Orient. Elle affiche l'un des pires bilans au monde en matière de droits de la personne et elle ne doit en aucun cas être autorisée à acquérir ou à mettre au point des armes nucléaires. Le Canada appuie les mesures prises par les États-Unis pour empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire et pour empêcher son régime de continuer à menacer la paix et la sécurité internationale. Donc, en fait, la déclaration de Mark Carney est vraiment en phase avec la déclaration qu'il a faite à Davos, parce qu'il disait dans sa déclaration de Davos, pour le souvenir, on se comporte depuis trop longtemps comme les épiciers à l'époque soviétique dans les années 70 qui, à tous les matins, dans leur vitrine, mettaient l'affiche Gloire aux travailleurs, la révolution triomphera, le prolétariat, etc., etc. Ils y croyaient absolument pas. Mais ils se sentaient obligés de mettre Mhm. ces affiches-là pour simplement donner l'impression qu'ils adhéraient à une idéologie à laquelle ils ne croyaient absolument plus. Puis Mark Carney disait, ben, le droit international n'existe plus, il n'est plus respecté, donc on doit arrêter, nous aussi, de laisser la petite pancarte dans notre vitrine en essayant de s'accrocher à un ordre international qui est complètement révolu. Puis on doit maintenant trouver une façon de nous affirmer, etc., Ouais. etc. Ouais. Mais donc, par sa déclaration, il a enlevé le poster de la vitrine parce qu'il fait absolument aucune référence au non-respect du droit international. Donc, Ouais. même pour un pays comme le Canada, qui a toujours été le champion du respect du droit international, maintenant, la déclaration du premier ministre montre clairement qu'on a jeté l'éponge, puis qu'on accepte, on a compris qu'on est passé à un autre monde, Mhm. qui ne m'empêche pas de penser que c'est malheureusement dommage, c'est dommageable, puis on ne s'en rend pas compte maintenant parce que les personnes qui sont pris pour cible depuis le mois de janvier, ce sont des salauds. Puis évidemment, on se dit, ben, c'est une bonne chose, ils le méritent, c'est une bonne chose qu'on ne respecte pas le droit international parce que ça donne l'impression que le droit international permettait de protéger ces salauds-là. Ben Bon, oui. c'est une bonne chose si le droit international, on a enlevé l'affiche de la vitrine puis qu'on n'y croit plus parce que ça nous permet enfin de renverser des salauds. Mais le problème, c'est qui détermine qui est un salaud? Mhm. Mhm. Tout Si à c'est fait. si ce sont si c'est la Russie uniquement qui décide de le faire, c'est la Chine qui décide de le faire uniquement, c'est Israël ou les États-Unis. À un moment donné, on entre dans une appréciation très, très, très subjective de qui est un salaud. Et puis, on peut potentiellement qu'on est en train d'entrer sur une pente très glissante où n'importe quel chef d'État avec qui on a des contentieux va devenir un salaud qui mérite d'être enlevé ou liquidé. Ouais. Et tout ça en toute impunité. Donc, moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est faut aller au-delà de l'émotion, puis de se réjouir que ces personnes méritent exactement ce qui leur arrive, mais c'est avoir plus de perspective et de se dire, oui, mais quelles vont être les conséquences au cours des prochaines années? Est-ce qu'on n'a pas ouvert une boîte de Pandore, puis peut-être dans 5 ans, on va se mordre les doigts en se disant, ouais, c'est plus drôle, là. À Tant qu'à l'époque, il y a moi, 5 ans, tant qu'à, tant qu'à moi, la boîte de Pandore a été ouverte en 2003 avec l'Irak. ouais, Pour moi, c'est le moment fondateur. c'est le moment fondateur, mais il y avait quand même, tu sais, Bush, comme je le disais à l'époque, avait quand même la volonté de créer une Non, coalition. non, Puis non, non. Ah, tu parles de en 2003 ou de 2003, 90? non, en 2003, Bush fils, Oui, même mais il fait si, une coalition. Il y avait l'Australie, le Royaume-Uni puis les États-Unis. C'est mais ça, la coalition. oui, oui, non, au total, il y avait à peu près une quarantaine, une cinquantaine de pays, mais il s'est quand Non, même, non, non, non. Tu en te 2003, trompes en Irak, tu te trompes avec la première guerre irakienne, 90-91. 40 pays se liguent avec les États-Unis qui obtiennent un mandat en novembre 1990 pour buter les troupes irakiennes du Koweït. où En 2003, en 2003, il n'y a pas de résolution du Conseil de non, non, sécurité. non, 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 je suis d'accord avec toi, mais même s'il y a peu de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, George Bush, fils, a quand même tenté de créer une forme de coalition autour Ouais, de mais son... ils étaient trois.
Non, non, il y en avait. Il y a trois pays qui ont participé à l'invasion. Oui, mais je veux dire, en termes de soutien, même les pays qui ont soutenu sans envoyer de troupes, moi, j'ai La 30. Slovénie. Ben, c'est ça. Donc, j'ai 32 pays en date du 18 mars 2003 et Ah, OK. la liste s'est étendue jusqu'à 50 pays en avril 2003. Mais bon, Donc il après. y avait quand même la volonté malgré tout. Oui, je ne respecte pas le droit international Ouais, tel qu'il est, ouais, mais j'ai quand même, je me sens l'obligation de créer une coalition pour montrer ouais, qu'il y a une certaine forme de légitimité et ben, c'est armes de destruction massive, attaque préemptive. Donc, ça reposait sur des principes du droit international. Même Vladimir Poutine, lorsqu'il a envahi l'Ukraine il y a 4 ans, il a dit ouais, c'est une attaque préemptive parce que l'Ukraine s'apprête à nous attaquer. Le R2P, la responsabilité de protéger des civils russophones menacés ouais. par le régime de Kiev. Même s'il a agi unilatéralement, il a commis un crime contre la paix. Il avait quand même, il se sentait comme obligé d'une certaine façon d'enrober le tout avec des principes du droit international. Là, Là, c'est plus le cas. c'est plus le cas du tout. Là, Ça tient pas. Venezuela, au mois de janvier, c'était We need the oil. On a besoin du pétrole, puis Maduro, il faut qu'on le dégage de là. On agit au milieu de la nuit, sans consultation avec nos partenaires, ni même avec le Congrès. Donc oui, le début de la fin, ça a été 2003, mais là, le dernier clou dans le cercueil, c'est depuis le début de l'année 2026. Puis là, on se pose la question, là, on commence à avoir un calendrier avec des figures renversées. Donc, janvier, c'était Maduro. Au mois de février, c'est Khamenei. Caménie. Khamenei. Au mois de mars, ça va être qui le prochain? Ouais. Euh, mais Voilà, voilà. mon cher. Bon, ben écoutez, merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, bon, on a une émission spéciale. Les gens qui suivent la chaîne sur YouTube ont certainement vu l'annonce. Donc, c'est la deuxième grande entrevue. La première, c'était du temps des fêtes avec l'ancien député Stéphane Bergeron. Donc, la deuxième grande entrevue qu'on a déjà enregistrée, qui va être diffusée la semaine prochaine, c'est avec Stéphane Dion, ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, ministre de l'Environnement, chef du Parti libéral, chef de l'opposition, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur du Canada en Allemagne et en France, représentant spécial du premier ministre lors de ses mandats à Berlin et à Paris. Donc, ça a été une occasion de discuter de diplomatie. Et pour lui de revenir sur son expérience de diplomate. Et dans cette entrevue, il nous parle davantage des relations entre le Canada et l'Europe, les relations du Canada avec la France, il discute de la francophonie. Une discussion d'à peu près 1 heure absolument passionnante. Donc, pour la semaine prochaine, on vous invite à être à l'écoute. Et donc, nous reviendrons fort probablement dans 2 semaines avec un autre échange entre moi et Jocelyn. Donc, écoutez, ben, d'ici là, on vous souhaite une agréable semaine et ben, ça nous fera plaisir de vous revoir très bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt.